également aussi, et je voulais remercier bien évidemment toute l'équipe de Mes Poumons avec Christophe Raspo pour leur énergie, pour leur soutien, pour le montage de cette manifestation. Ils ont eu une superbe idée et effectivement ils nous ont soutenus parce qu'on voulait vraiment le faire à Bordeaux avec Marc Sapen, Laurent Nguyen et Frédéric Le Guillou. Je voulais également remercier Odile Sauvaget et puis toute l'équipe de Mes Poumons, l'équipe du CETB, enfin tous les bénévoles qui seront là au cours des différents jours, parce que sans bénévolat, cette opération n'aurait pas pu voir le jour. Et puis vous remercier, vous tous, d'être présents. J'ai prévu une intervention qui n'est pas très longue et bien évidemment après, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Pourquoi cette manifestation, et puis essayer en termes pas trop compliqués, je l'espère, de vous expliquer pourquoi le poumon est important, pourquoi le souffle occupe finalement une place aussi importante dans notre vie. Et finalement on respire, on ne s'en rend même pas compte, on va s'en rendre compte dans des situations un peu particulières. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre respiration, comment on peut prendre soin de notre poumon, de ce capital santé qu'on a reçu. Alors bien sûr, on le verra, il y a des déterminants génétiques. Notre souffle, il est déterminé par le souffle de nos parents et de notre famille, mais ce n'est pas inéluctable. Et il y a tout un tas de facteurs auxquels on va être exposé, qui peuvent intervenir, mais on a aussi aujourd'hui des pistes pour essayer de prévenir l'intervention d'un certain nombre de facteurs sur la santé. Voilà, donc vraiment on est ravis d'accueillir cette manifestation à Bordeaux. On y tenait et vraiment le jour est arrivé, on est vraiment très contents. Alors, peut-être commencer par des choses que vous connaissez, mais ça va mieux en le disant. Et vous verrez tout au long l'exposition à l'entrée, que je suis sûre vous avez déjà regardé. La respiration, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle commence d'abord par le nez, qui est un organe aussi essentiel, et qui va permettre de réchauffer et d'humidifier l'air. Parce que si on ne respire pas par le nez, si on respire par la bouche, on va avoir un air qui est relativement sec et qui ne sera pas confortable pour les voies aériennes. Donc respirer par le nez, c'est déjà un point très important. Il faut que le nez puisse être libre et on pourra en discuter. Il y a des choses simples, naturelles, qui vont permettre de mieux respirer par le nez. Et puis ensuite, l'air, il va se déplacer. Alors, si j'y arrive, voilà. Il va se déplacer. Je ne marche pas. Et vous voyez que, voilà, ici, il va passer dans la trachée, dans les grosses voies aériennes, et puis il va disséminer à l'intérieur des conduits qu'on appelle les bronches. Et vous savez que ces bronches, elles vont se diviser en distalité, en des bronches beaucoup plus petites que l'on appelle des bronchioles. Et ce qui va être très important, c'est qu'à l'issue de ces bronchioles, à l'extrémité de ces bronchioles, vous allez avoir des petits sacs qu'on appelle des alvéoles. Et ces alvéoles, elles sont très importantes puisque c'est à ce niveau que vont se faire les échanges gazeux. C'est-à-dire que l'oxygène va passer dans la circulation et le gaz carbonique qui s'est accumulé au cours d'efforts va finalement ressortir. Alors cet oxygène, une fois qu'il arrive au niveau de ces alvéoles, il va se fixer au niveau des globules rouges, des hématies. Et puis ces hématies qui vont transporter l'oxygène dans l'ensemble de l'organisme, le cerveau, les muscles, tous les organes sans exception. Donc ça veut dire que lorsqu'on va manquer d'oxygène, si on est dans des situations où on est essoufflé, l'ensemble de l'organisme peut être touché et peut souffrir de ce manque d'oxygène. Et le point très important, c'est que cet apport d'oxygène va aussi se concentrer dans certaines situations, et on va en reparler tout à l'heure, au niveau des muscles. Alors, les muscles bien sûr périphériques, les bras, les jambes, mais également les muscles respiratoires. Et on a tendance à l'oublier, mais pour bien respirer, il faut qu'il y ait une commande. La commande, elle se fait au niveau du cerveau, en particulier au niveau des bulbes, du bulbe cérébral, où il y a des centres nerveux qui vont contrôler la respiration. Et donc cette respiration, elle va également commander les muscles. Et donc pour respirer, il faut aussi que les muscles respiratoires soient en état de fonctionner. Et donc tout l'enjeu de la prévention et de l'activité sportive, de la réhabilitation à l'exercice, on en reparlera tout à l'heure, ça va être de faire travailler ces muscles respiratoires dont on n'a pas toujours conscience. Les muscles qui sont entre les côtes,
le muscle principal qu'on appelle le diaphragme, qui est entre le thorax et l'abdomen. Et donc, il faut arriver à les faire travailler pour améliorer la capacité respiratoire. Alors, donc ça, c'était juste pour vous montrer un fort grossissement, à quoi ressemblent les alvéoles. Et vous voyez qu'autour, il y a énormément de vaisseaux sanguins. Et en fait, on a des milliers d'alvéoles. Donc en fait, le poumon est un organe fantastique puisqu'on va avoir une zone d'échange qui est très très importante. Et donc finalement, quand il va y avoir un retentissement sur la respiration, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire que le reste du poumon qui est sain arrive à compenser les anomalies qu'on peut avoir au niveau de la maladie. Alors, je vous disais tout à l'heure que notre capacité respiratoire, elle est déterminée d'une certaine façon par la capacité respiratoire de nos parents. Donc il y a une part génétique, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a une période qui est cruciale, qui est la période in utero, pendant la grossesse, parce que l'embryon va se développer, l'appareil respiratoire va se développer, et ce à quoi on va être exposé pendant la grossesse va être un élément très important. Et on sait maintenant aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, que la qualité de l'air qu'on respire, le tabac, la pollution est susceptible d'influer déjà alors que le bébé est à l'intérieur du ventre de la maman. Donc il y a quand même des périodes de vulnérabilité. Et puis, dans la plupart des maladies respiratoires qui sont nombreuses, je ne vais pas m'appesantir, un élément important, finalement, ça va être cette fameuse mesure du souffle que vous pourrez réaliser au cours de ce week-end. Donc, c'est le point commun, hein, donc il n'est pas unique, mais pour le diagnostic de ces maladies, la mesure du souffle est un point très important, on y reviendra. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu en retard en France par rapport à certains pays ou certains pays nordiques, où la mesure du souffle fait partie du bilan de santé déjà chez les enfants en médecine scolaire. Nous, le souffle, on ne le réalise que quand les personnes ont des symptômes au moment du diagnostic, au moment de la maladie. Donc il faudrait probablement qu'on envisage cette mesure du souffle comme on mesure sa tension artérielle, on se pèse. Maintenant, beaucoup de personnes sans être malades connaissent leur glycémie, le cholestérol, les triglycérides. Il faudrait qu'on arrive à vulgariser cette mesure du souffle pour que chacun, sans être malade, puisse avoir une mesure de son souffle. Alors, je vous disais tout à l'heure, on vit dans un environnement bien sûr qui n'est pas stérile et on est confronté à tout un tas de substances, d'allergènes. Alors ici vous avez des arbres, donc il y a des pollens d'arbres. Il y a aussi ce qu'on appelle des allergènes. Alors qu'est-ce que c'est les allergènes? Les allergènes, ce sont des substances qui peuvent entraîner des maladies allergiques, comme par exemple la rhinite allergique, le fait d'avoir le nez bouché, le nez qui coule, les yeux qui grattent. Hein, en ce moment on est en période de pollen. Donc il y a un certain nombre de substances vis-à-vis de laquelle on peut devenir allergique. Donc classiquement il y a les animaux, les poils de chat. Mais il faut savoir que on a identifié maintenant énormément de substances qui sont susceptibles d'entraîner des allergies. Il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Donc il y a bien sûr les acariens. Il y a aussi donc ce qu'on appelle les allergies aux blattes, hein, qu'on voit dans certains cas. Et puis, il y a malheureusement la pollution, hein, même si des progrès ont été faits, mais la qualité de l'air qu'on respire, l'endroit où on vit, et le nombre de kilomètres qui séparent le domicile d'un axe routier, on sait que ce sont des éléments déterminants. Et par exemple, il y a des études qui ont montré que lorsqu'on habitait à moins de 500 mètres d'une autoroute, on était exposé à plus de risques de symptômes, de toux, d'essoufflement ou de sifflement. Donc, en fonction de l'endroit où on va habiter, on peut être plus ou moins exposé à des aérocontaminants. Il y a d'autres également agents pathogènes, en particulier les moisissures, hein, quand on vit dans un milieu un petit peu humide, qui est mal aéré, qui sont susceptibles d'influer sur la santé. Et puis enfin, avec tous les mobiliers neufs, hein, vous en avez entendu parler, il y a eu, je pense, au cours de ces dernières années, une grosse prise de conscience sur la qualité de l'air intérieur. Il y a ce qu'on appelle les composés organiques volatiles qui peuvent être dégagés par du mobilier, qui peuvent entraîner des symptômes d'irritation. Alors, bien sûr, si je vous montre tout ça, ce n'est pas pour qu'on puisse paniquer. D'une part, tout le monde ne va pas forcément présenter des symptômes quand on est exposé, mais certains d'entre nous seront plus vulnérables que d'autres. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter les facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque qu'on peut éviter, il y a d'abord le tabagisme. Le tabagisme qui est un irritant, vous connaissez,
ça reste un facteur de risque important de survenue de maladies respiratoires. Et ce tabagisme, bien sûr, il peut entraîner des symptômes, mais on sait maintenant que ce tabac peut également modifier les gènes et il peut être transmis sur plusieurs générations. C'est-à-dire que si on a un enfant qui est asthmatique, il est asthmatique parce qu'il y a des antécédents d'asthme dans la famille. Le risque d'asthme est augmenté parce qu'il a été exposé au tabac pendant in utero, pendant la grossesse, parce que sa maman fumait. Et le risque sera encore plus augmenté si sa maman elle-même a été exposée elle-même à un tabagisme, c'est-à-dire chez la grand-mère. Et on retrouve des anomalies génétiques comme ça sur plusieurs générations. Donc l'enjeu, c'est pas simplement la santé immédiate, c'est aussi la transmission d'une santé de bonne qualité sur le plan respiratoire pour les générations futures. Ensuite, il y a d'autres facteurs qu'on connaît mieux, qui sont les facteurs professionnels. On peut ne jamais fumer, mais en fonction de sa profession, être exposé à des irritants qui vont entraîner des symptômes respiratoires, des maladies respiratoires. Et aujourd'hui, on diagnostique probablement un petit peu trop tard ce type de maladie, ce type d'affection. Alors la pollution, on en a parlé. Les conditions de vie également, si on vit dans une situation de précarité avec un environnement de bonne qualité, humidité, moisissure, petit à petit, ça va entraîner des problèmes respiratoires, de la toux, de l'essoufflement. Et puis, il y a un facteur maintenant qu'on connaît bien, ce sont les infections de la petite enfance. Vous savez, tout ce qu'on appelait un peu ces bronchites à répétition. On sait que ces bronchites à répétition, qu'elles soient dues à des virus ou à des bactéries, elles vont entraîner une diminution, une vulnérabilité de l'appareil respiratoire au cours des prochaines années. Et donc, c'est important de pouvoir prévenir également ces infections. Et enfin, un facteur dont on parle pas beaucoup en pathologie respiratoire, mais qui a probablement un rôle essentiel, c'est celui de l'alimentation et de la nutrition. On sait aujourd'hui que lorsqu'on a une alimentation qui est riche en antioxydants, en fruits et légumes, cette alimentation, elle va pouvoir entraîner une diminution du risque de développer une allergie, une rhinite, un asthme, et elle va également diminuer le risque de développer des infections. Donc, on a probablement un petit peu tardé à avoir communiqué et mettre en place des mesures sur la nutrition. Et je vous montrerai tout à l'heure un autre exemple pour souligner combien c'est important. Donc les liens avec l'alimentation sont vraiment très importants. Et puis, vous avez probablement entendu parler ces dernières années du microbiote. Il y a eu un certain nombre de communications, grand public. Qu'est-ce que c'est que le microbiote ? Le microbiote, ce sont des bactéries et qui vont être dans l'organisme. Et il y a un microbiote qui est bien connu depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal, les bactéries qu'on a dans l'intestin. Donc on a tous un microbiote, alors on peut avoir des points communs, et puis il peut y avoir des variations en fonction des individus. On sait maintenant qu'il y a un lien étroit entre le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire. Et là, vous pourriez me dire, comment est-ce possible ? Pendant très longtemps, on a pensé que dans les bronches, il n'y avait rien, que les bronches étaient stériles. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que dans les bronches, on va retrouver des bactéries chez les personnes qui n'ont pas de maladie respiratoire et chez les personnes qui ont des maladies respiratoires, elles vont avoir un profil de bactéries qui va être différent. Et les relations entre le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire sont largement dominées par des facteurs alimentaires. Donc ça, maintenant, ce sont des éléments qui sont bien connus et qui sont également dictés par les conditions de vie des premières années de vie. On sait que les personnes qui sont nées en milieu rural, par exemple, qui ont été exposées à très peu de pollution, qui vivaient dans un milieu rural traditionnel, fermier, développent beaucoup moins de maladies allergiques au cours de la vie que les autres. Voilà, ce sont des choses qui sont bien connues. Alors, est-ce que pour ça, il faudrait tous retourner à la campagne ? C'est une question qui avait été posée il y a plusieurs années et qui reste quand même d'actualité. Alors, donc, cette évolution du souffle, elle commence, on l'a dit, in utero. Vous voyez, ça c'est sur cette courbe. Vous avez l'évolution du souffle avant la naissance. Et ensuite, après la naissance, le poumon va grandir jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, à partir de l'âge de 20 ans, il va y avoir une période de stabilité. Et petit à petit, le souffle va diminuer de façon physiologique. C'est le vieillissement respiratoire, le vieillissement cardiovasculaire. Mais ça aussi, ça va être déterminé en fonction de ce à quoi on a été exposé de notre génétique.
Et si on a été exposé pendant la petite enfance à des facteurs des facteurs d'environnement qui ne sont pas bons, comme le tabac, la pollution, ou une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui est pauvre en antioxydants, ben ça peut déjà commencer à ralentir la croissance de l'appareil respiratoire. Et ensuite, au moment après la naissance, pendant l'adolescence où il y a la croissance pubertaire, ben là aussi on a un certain nombre de facteurs qui peuvent ralentir la croissance. Mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire parce qu'on a aussi des capacités de défense vis-à-vis de tous ces facteurs et c'est un point important. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on sait maintenant quand même que les filles sont plus vulnérables que les garçons vis-à-vis des aérocontaminants et des polluants, hein, que ce soit vis-à-vis du tabac, du cannabis, de la pollution. Donc cette période entre la naissance et l'âge de 20 ans est particulièrement importante. Et puis ensuite, entre 20 et 40 ans, ben, si effectivement on est exposé à certains polluants et à des facteurs professionnels, on peut avoir un déclin du souffle, hein, mais les choses ne sont pas irrémédiables et la place de l'activité sportive, on va en parler tout à l'heure, a un rôle vraiment fondamental, de l'exercice physique, a un rôle fondamental pour contrer finalement les effets négatifs environnementaux. Et après l'âge de 40 ans, eh ben, si malgré tout on est exposé à un environnement de mauvaise qualité et à de mauvaises conditions de vie, avec des infections à répétition, il peut y avoir une dégradation du souffle. Alors là, je voudrais souligner la vulnérabilité aussi des femmes après la ménopause, puisqu'on sait qu'après la ménopause, les femmes seront plus sensibles à une dégradation du souffle que les hommes. Donc c'est important de mesurer le souffle. Et c'est quelque chose que vous ferez. Alors, comment est-ce qu'on mesure le souffle? Soit par un examen, vous voyez, un examen complet qu'on appelle globalement, de façon un peu compliquée, une plethysmographie dans une cabine, soit de façon plus simple avec une spirométrie qui va permettre de mesurer la capacité du poumon et de mesurer également le calibre des bronches. Donc, c'est un examen qui est finalement relativement simple. Quand on est formé, ce n'est pas compliqué. Et qui permet de vous dire le souffle est normal, il n'est pas normal, il est diminué de tant de pourcents, etc., etc. Et donc c'est vrai qu'on aimerait bien que petit à petit, chacun ait au moins mesuré, au moins une fois dans sa vie, et eu une mesure du souffle, même quand on n'est pas malade. Alors, j'en viens quand même probablement à la partie la plus importante qui sera détaillée par l'intervenant après moi, qui est la place de l'activité physique. Il y a plus d'une dizaine d'années, quand on parlait de la santé respiratoire, on insistait beaucoup sur les médicaments et relativement peu sur la place de l'exercice physique. Aujourd'hui, sans trop rentrer dans le détail, dans la plupart des maladies respiratoires, l'activité physique devient un rôle très important et marche aussi bien, voire plus dans certains cas, que la place des médicaments. Et donc ça, c'est quand même un point important parce que finalement, si à un moment donné, on est un peu gêné, on a une maladie, on peut avoir besoin de médicaments, mais il va être très important soit de continuer une activité physique si on en avait une avant, soit d'en démarrer une dans un milieu encadré, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Alors, c'est important l'activité physique, c'est vrai quand on en parle, on a toujours l'impression qu'on va demander des efforts très importants. Donc il y a cette activité physique, alors vous avez les recommandations nationales qui existent, hein, je ne vais pas m'appesantir, environ 30 minutes par jour, hein, donc de marche rapide, donc ça c'est les recommandations pour un adulte. Ensuite, vous pouvez aussi fractionner les activités, donc c'est vraiment du cas par cas, et ce qui va être important, quel que soit votre niveau d'activité, c'est la pratique régulière de l'activité physique. Hein. Et on sait aujourd'hui que dans certaines maladies, le fait d'avoir une activité physique régulière améliore la qualité de vie, on est mieux, diminue le risque d'infection, diminue le risque d'essoufflement, diminue les hospitalisations. Hein. Et on n'a pas beaucoup de traitements qui auraient le même niveau d'efficacité. Donc vraiment, l'activité physique, c'est un point très important. Et il faudrait probablement que déjà en milieu scolaire, très tôt, on puisse faire plus que ce qu'on fait maintenant pour un meilleur maintien des acquis finalement tout au long de la vie. Alors, bien sûr, il faut bouger, mais il faut aussi manger, il faut avoir des conseils nutritionnels, il y a des niveaux d'activité, donc ça je vais pas insister. Et il faut bien sûr mesurer son souffle, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors mesurer son souffle, faire de l'activité, ça ne veut pas forcément... Il y a tout un tas d'activités qui existent, et souvent les patients me demandent qu'est-ce que je peux faire comme activité. En réalité, il n'y a pas d'activité interdite, chacun va trouver sa propre activité.
Et ce qui va être important, c'est de se mettre des objectifs pas trop ambitieux pour finalement tenir dans la durée et avoir une amélioration. Et puis, je voudrais quand même terminer sur un aspect qui me tient à cœur et qui probablement pourrait vous paraître un peu empirique ou subjectif, mais qui me paraît déterminant, qui est la conscience que l'on a chacun de notre respiration. Et dans certaines sociétés culturelles, par exemple comme en Inde, il y a des instituts universitaires du yoga pour prendre conscience de sa respiration, arriver à contrôler sa respiration, arriver à améliorer ses capacités respiratoires, avec des niveaux scientifiques, et on pourrait faire une conférence complète sur l'efficacité de la méditation pleine conscience, de la relaxation ou de la respiration profonde. Et aujourd'hui, ça me paraît un point très important de pouvoir de plus en plus prendre conscience de notre respiration, arriver à la contrôler, à la maîtriser et à l'adapter à toutes nos activités quotidiennes. Parce que finalement, comme je vous le disais en préambule, on respire sans y penser et pourtant ça reste un acte fondamental de la vie quotidienne. Je vous remercie pour votre attention.